Imaginez un instant que Friedrich Nietzsche, ce philosophe au regard perçant qui déclarait la mort de Dieu, se réveille dans le Paris de 2025. Ses yeux s'ouvrent sur une France qu'il ne reconnaît plus, un monde où ses prophéties les plus sombres semblent s'être réalisées d'une manière qu'il n'aurait jamais pu concevoir. Les écrans lumineux remplacent les cathédrales, les influenceurs ont pris la place des prêtres, et le nihilisme qu'il redoutait tant s'est infiltré dans chaque recoin de l'existence moderne. Que dirait-il en voyant une société obsédée par le confort, la sécurité et l'évitement de toute souffrance ? Comment réagirait-il face à cette culture de la victimisation qui transforme chaque individu en être fragile nécessitant une protection constante ? Nietzsche, celui qui proclamait « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », se trouverait face à une humanité qui fuit précisément ce qui pourrait la renforcer. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et si vous pensez que Nietzsche aurait raison de s'inquiéter pour notre époque. Le philosophe allemand ouvre les yeux dans une chambre d'hôpital parisienne. Les néons blancs agressent sa rétine. Une infirmière sursaute en le voyant éveillé. « Monsieur, vous êtes à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Vous avez été retrouvé inconscient près du Panthéon. » Nietzsche tente de parler, mais sa gorge est sèche. On lui tend un verre d'eau dans un gobelet en plastique. Il observe cet objet étrange, translucide et léger. La première chose qui le frappe, c'est le silence. Pas de bruit de chevaux, pas de carrioles sur les pavés, juste le bourdonnement électrique des machines médicales. Un médecin entre, les yeux rivés sur une tablette lumineuse. « Vos constantes sont stables, nous allons vous garder en observation. » Nietzsche fixe cet homme qui ne le regarde même pas, absorbé par son écran. « Où suis-je » demande-t-il finalement dans un français approximatif, teinté d'accent allemand. À Paris, en France, nous sommes le 14 décembre 2025. Les mots résonnent dans son esprit comme un coup de tonnerre. 2025, plus d'un siècle après sa mort. Il sort de l'hôpital le lendemain, vêtu de vêtements donnés par les services sociaux. Un jean, un sweatshirt à capuche, des baskets. Il se sent déguisé. Dans les rues de Paris, il reste pétrifié. Les voitures filent à une vitesse inimaginable. Les gens marchent tête baissée, tous fixant des rectangles lumineux dans leurs mains. Personne ne se parle, personne ne se regarde. Il s'approche d'une femme pour demander son chemin. Elle sursaute, recule, met ses écouteurs et s'éloigne rapidement. « L'homme moderne a peur de l'homme », murmure-t-il. Il entre dans un café. Sur le mur, un écran géant diffuse les informations. Des images de guerre, de catastrophes, de débats politiques où les gens crient plus qu'ils ne parlent. « Un café, s'il vous plaît. » Le serveur lui demande s'il veut payer par carte ou par téléphone. « Je n'ai ni l'un ni l'autre. » Le serveur soupire. « On accepte encore le liquide, c'est rare. » Nietzsche sort quelques pièces trouvées dans sa poche. Le serveur les examine comme des reliques archéologiques. Assis à sa table, il observe. Un couple est installé face à face, mais chacun regarde son téléphone. Ils ne se parlent pas. Parfois, l'un montre son écran à l'autre, il sourit brièvement, puis retourne à leur isolement numérique. Voilà donc la nouvelle forme de communion. Ensemble, mais séparés. Connectés, mais solitaires. Il repense à ses écrits sur le dernier homme, cet être qui recherche le confort au-dessus de tout, qui évite tout risque, toute grandeur. Ce dernier homme est là, devant lui, incarné dans cette jeunesse vissée à ses écrans. Il sort et marche vers le quartier latin. Les librairies qu'il connaissait ont été remplacées par des boutiques de vêtements et des fast-foods. Il entre dans une des rares librairies restantes. Au rayon philosophie, il cherche ses œuvres. Il les trouve, entourées de dizaines de livres de développement personnel. Devenez la meilleure version de vous-même. Le bonheur en 10 leçons. Comment avoir confiance en soi. Il ouvre un de ses livres. C'est une bouillie de positivité creuse, de conseils vides, de psychologie de comptoir. Ils ont transformé la philosophie en thérapie bonne marche, grogne-t-il. Un jeune homme s'approche. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» Nietzsche lui montre « Ainsi parlait Zarathustra ». « Ah oui, un classique, mais attention, c'est assez difficile à lire. Si vous voulez quelque chose de plus accessible, j'ai des résumés en bande dessinée. » Nietzsche le fixe incrédule. « Des résumés en bande dessinée ?» Le jeune homme sourit. « Oui, c'est très pratique. On a aussi des podcasts qui expliquent l'essentiel en 15 minutes. Les gens n'ont plus le temps de lire des livres entiers. » Nietzsche sort de la librairie, sentant la colère monter en lui. Il déambule dans les rues et tombe sur une manifestation.
des centaines de personnes défilent avec des pancartes. Pour un monde plus inclusif, protégez nos sentiments, interdisez les propos blessants. Ils s'approchent pour comprendre. Une jeune femme distribue des tracts. Nous luttons pour que les universités deviennent des espaces sûrs où personne ne peut être offensé par des idées dérangeantes. Nietzsche prend le tract. Des espaces sûrs, vous voulez dire des espaces où l'on ne pense plus? La femme le regarde avec méfiance. Vous ne comprenez pas, il faut protéger les gens des discours de haine. Qui décide ce qui est de la haine? Les institutions, les experts, les comités d'éthique. Et si ces institutions se trompent? Et si la vérité est offensive? La femme secoue la tête. La vérité ne doit jamais blesser. Si elle blesse, ce n'est pas la vérité. Nietzsche sent quelque chose se briser en lui. Vous avez inversé toutes les valeurs. La force est devenue faiblesse, la faiblesse force. La victime est glorifiée, le créateur suspecté. Vous avez construit un monde où l'on célèbre l'impuissance, il continue son chemin et arrive devant la Sorbonne. Il entre dans un amphithéâtre où un cours de philosophie est en session. Le professeur parle de déconstruction, de relativisme, de micro-agression. Toute vérité est construite socialement. Il n'existe pas de réalité objective, seulement des perspectives. Les étudiants hochent la tête, prennent des notes. Nietzsche lève la main. Si toute vérité est relative, alors cette affirmation elle-même est relative, et donc potentiellement fausse. Le professeur le regarde avec irritation. C'est une objection dépassée. Nous sommes au-delà de ces dichotomies. Au-delà? Nietzsche se lève. Vous êtes en deçà. Vous avez abandonné la recherche de la vérité par lâcheté. Vous appelez cela tolérance, mais c'est de l'indifférence. Vous dites accepter toutes les perspectives, mais vous n'en défendez aucune. Vous êtes des nihilistes qui s'ignorent. Un murmure parcourt l'amphithéâtre. Des étudiants commencent à filmer avec leur téléphone. Le professeur demande à Nietzsche de sortir. Votre discours est problématique et crée un environnement hostile. Dehors, Nietzsche s'assoit sur un banc. Un vieil homme s'installe à côté de lui. « Je vous ai entendu là-dedans. Vous avez du courage. » Nietzsche le regarde. « Du courage? J'ai simplement dit ce qui me semblait évident. » Le vieil homme sourit tristement. « Plus maintenant. Aujourd'hui, dire la vérité est devenu un acte de bravoure. On préfère le mensonge confortable à la vérité dérangeante. » Il reste silencieux un moment. « Qu'est-ce s'est-il passé? Comment êtes-vous arrivé là ?» Le vieil homme soupire. « Nous avons voulu éliminer toute souffrance. Nous avons créé des lois contre l'offense, des règles contre l'inconfort, des mécanismes pour protéger chacun de tout ce qui pourrait le blesser. Et en faisant cela, nous avons créé une génération fragile, incapable de supporter la moindre contradiction, le moindre désaccord. Nous avons voulu un paradis et nous avons créé un enfer d'infantilisation. » Nietzsche hoche la tête. Le dernier homme, celui qui cligne les yeux et dit « Nous avons inventé le bonheur ». Il passe les jours suivants à explorer cette France moderne. Il visite des entreprises où les employés participent à des ateliers sur le bien-être, la pleine conscience, la gestion du stress. Tout est organisé pour maximiser le confort et minimiser l'effort. Il assiste à des débats télévisés où personne ne défend vraiment d'idées, où tout le monde cherche le consensus mou, où la passion a été remplacée par la tiédeur. Il observe cette jeunesse qui semble avoir renoncé à toute ambition de grandeur, qui se contente de survivre confortablement, de consommer de divertissements, de partager des photos de leurs repas. Un soir, il est invité dans une émission de télévision après qu'une vidéo de son intervention à la Sorbonne soit devenue virale. Le présentateur le présente comme un philosophe controversé. « Monsieur Nietzsche, on vous accuse d'être un provocateur, de tenir des propos choquants. Que répondez-vous » Nietzsche sourit. « Je ne cherche pas à choquer, je cherche à réveiller. Votre société s'est endormie dans un confort mortifère. Vous avez échangé votre vitalité contre de la sécurité, votre liberté contre de la protection. » Une psychologue l'interrompt. « Mais la sécurité et la protection ne sont-elles pas essentielles au bien-être » Nietzsche se tourne vers elle. « Le bien-être, voilà le nouveau Dieu. Vous avez tué l'ancien Dieu et vous l'avez remplacé par cette divinité molle. Mais le bien-être sans défi n'est que stagnation. L'homme a besoin d'obstacles, de résistance, de souffrance même pour se surpasser. Vous créez des générations d'êtres incapables de supporter la moindre frustration et vous appelez cela progrès. » Un sociologue proteste. « Mais nous avons éliminé tellement de souffrances inutiles, n'est-ce pas une victoire ?» Nietzsche secoue la tête. « Vous avez éliminé toute souffrance, y compris celle qui forge le caractère.
Vous avez créé un monde où l'on ne peut plus échouer, où l'on ne peut plus être confronté à ses limites. Et en faisant cela, vous avez créé des êtres sans profondeur, sans densité existentielle. Des ombres qui se croient vivantes parce qu'elles peuvent commander à manger en 3 clics sur leur téléphone. Le débat s'échauffe. Des téléspectateurs appellent pour s'indigner. Comment osent-ils critiquer notre mode de vie? C'est du mépris pour les gens ordinaires. Le présentateur tente de calmer le jeu. Nietzsche reste impassible. Je ne méprise personne. Je méprise ce que vous avez fait de vous-même. Vous aviez le potentiel de devenir des surhommes, des créateurs de valeurs nouvelles. Au lieu de cela, vous êtes devenus des consommateurs dociles, des spectateurs de vos propres vies. Après l'émission, alors qu'il sort du studio, une foule l'attend. Certains pour le conspuer, d'autres pour le soutenir. Une jeune femme s'approche, les larmes dans les yeux. « Vous avez raison, j'ai 25 ans et je me sens